Excision, tradition ou santé, voilà notre sujet santé justement que nous vous proposons avec deux invités qui ont accepté de participer à cet exercice, un homme, une femme, pour revenir sur une question qui parfois est mise en avant au nom de la tradition alors que la santé dit tout autre chose. Binta Diallo, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous êtes Binta, étudiante en communication, mais aussi secrétaire générale de l'association Espoir et Combat de Femmes. Merci d'être venue. Et avec nous, puisque ce n'est pas qu'une question de femmes, contrairement à ce que d'aucuns voudraient laisser entendre, Monsieur Emmanuel Guéhi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes informaticien de gestion, mais vous êtes aussi et surtout le président de l'Amicale des pasteurs ivoiriens de France, APIF. Merci d'avoir accepté d'être présent. Merci. Nous avons quelqu'un qui n'est pas sur le plateau, mais vous le verrez en image, c'est son travail, monsieur Sékou Doucouré, réalisateur. Il se trouve à Bamako et nous vous remercions, monsieur Doucouré, pour nous avoir donné la gracieuse autorisation de diffuser des extraits de ce film qui est fait en collaboration avec des associations qui sont mobilisées aussi sur cette cause-là. Alors, parlons d'association Espoir et Combat de Femmes. Vous en êtes la secrétaire générale. Pourquoi est-ce que votre association s'occupe de la question de l'excision? Alors, moi, je suis d'origine guinéenne. Il faut savoir qu'en Guinée, c'est 96% des fillettes qui sont excisées. Donc de là, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, surtout que l'excision est interdite par la loi. Mais malheureusement, les pratiques perdurent et nous sommes là pour essayer d'arrêter tout ça. Monsieur, connaissiez-vous cette question? Oui, je connais bien cette question puisque dans notre région, dans ma région, particulièrement en Côte d'Ivoire, oui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'excision était vraiment pratiquée en outrance. Maintenant, les choses ont évolué, les choses ont changé. Je connais bien ce problème. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer que nous ne fassions pas de langue de bois parce que chacun affectionne à dire « moi, dans mon pays, il y avait, il n'y a plus ». Et le fait est qu'il est des personnes, des victimes, il n'y a pas d'autre mot, qui continuent à périr, il n'y a pas d'autre mot non plus d'ailleurs, sous le couteau parce que les exciseuses utilisent de manière traditionnelle ce qui, ma foi, ne ressemble qu'à un couteau. Donc, nous allons tâcher d'avancer dans cette discussion sans faire dans la dentelle. Ce sont des vies qui sont en danger, c'est un véritable sujet de santé publique. Mais ça et là, d'aucuns font valoir la tradition. Avant que d'être dans Espoir et Combat de Femmes, que connaissiez-vous vous-même de l'excision, Binta? Alors moi, il faut savoir que j'ai participé à l'élection de Miss Guinée-France. Donc chaque lauréate doit défendre un projet humanitaire. Donc je m'étais rendue à Conakry pour justement faire une campagne de sensibilisation contre l'excision. Et de là, on voit qu'en Guinée, par exemple, la pratique, elle est médicalisée en général. C'est-à-dire que c'est fait sous anesthésie locale. Ensuite, dans les villages un peu plus reculés, là, c'est au couteau. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est assez rare. C'est plus l'excision médicalisée qui est de rigueur en Guinée. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que parce que l'excision est un acte médicalisé, à ce moment-là, c'est acceptable ou pas? Quel est votre point de vue? Absolument pas. Je suis tout à fait contre parce que c'est médicalisé, mais ça reste tout de même une mutilation. Donc même si la fille est anesthésiée, on lui retire quand même une partie d'elle-même. Donc moi, à partir de ce moment-là, je suis contre. Alors, pour ou contre, tant que nous y sommes, monsieur? Mais je suis vraiment contre parce que déjà, en tant que chrétien, moi, je me rappelle bien ma petite sœur qui me suivait. Les grands-parents avaient proposé de lui faire l'excision. Oui. Et mon père, qui était devenu chrétien, a carrément refusé. Et aujourd'hui, je me rappelle encore ma femme qui disait que à son temps, les parents ont exigé qu'elle soit excisée. Et finalement, son père a dit non, laissez ma fille, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, on voit que cela joue un rôle dans les couples, un rôle important. Parce que quand on excise une femme, je crois qu'il y a certains éléments qui lui sont enlevés. Donc, elle n'éprouve pas certaines réactions qu'elle devait éprouver pendant qu'elle est avec son mari. Dans le cadre de l'intimité, donc. Alors, justement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui pensaient savoir sans véritablement se rendre compte, l'excision, c'est l'ablation, l'amputation, pour parler clairement, des parties génitales des femmes au prétexte que la tradition veut qu'il en soit ainsi, au prétexte qu'il faudrait qu'elle soit pure. On ne sait pas de quelle pureté il s'agit. Mais voilà, nous allons donc regarder, si vous êtes d'accord, un premier extrait qui va nous permettre de continuer la discussion. Nous regardons ensemble. Excisée à bas âge, elle nous raconte son accouchement. Le premier accouchement a pris de 7 h du matin jusqu'à 14 h. Et il fallait me faire déchirer pour éviter la fistule.
Donc j'ai subi ça et ça n'a pas été très facile parce qu'après aussi, il faut coudre et essayer encore de remarcher et de faire... Non, c'est exceptionnel, quoi. C'est terrible. La deuxième, là, maman était avec moi dans la salle de travail. Et quand j'ai fini, je suis sortie, couchée. Elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai vu là? C'est comme ça que tu souffres. J'ai dit, maman, c'est comme ça que je souffre atrocement. Alors là, je crois que... Elle me dit, mais moi, je ne sais pas, je ne savais pas que tu souffrais comme ça. J'ai dit, lors du premier accouchement, c'est exactement ça que j'ai subi. Donc, encore redéchirure. Là, c'est agrafe. On m'a agrafé. Son mari nous le confirme. Après son accouchement, elle a peut-être fait 15 jours. Pour marcher, c'était des problèmes. Parce qu'on l'a fait faire des pratiques, on lui a fait des opérations, des chirurgies, des petites chirurgies vraiment qui ont laissé des séquelles. Elle en a souffert énormément, terriblement, même bien après l'accouchement. Je peux vous dire que même maintenant, elle en souffre. Psychologiquement, elle en souffre. Ça m'a permis d'arrêter ma maternité. Même si j'ai envie, si je pense à la douleur que je vais encore subir, l'idée d'avoir un enfant. Vos réactions donc après ce premier extrait, Binta Diallo? Je suis vraiment outrée. C'est vrai que les femmes qui... Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents types d'excision. Et dans ce cas-là, on voit qu'elle a été recousue lors de son excision. De son accouchement, de son excision. De son excision. Oui. Donc ça fait qu'au niveau de l'accouchement, ça coince, le bébé ne passe pas. Car il faut le rappeler, l'excision, donc, on le disait tout à l'heure, c'est l'ablation des parties génitales féminines, mais d'aucuns poussent le détail jusqu'à vouloir refaire dans la dentelle et recoudre. Mais recoudre veut dire que lors de l'accouchement, il y a des difficultés. Et même avant l'accouchement, on aura peut-être l'occasion de l'entendre tout à l'heure, il s'avère que, ma foi, des actes aussi simples et naturels qu'aller aux toilettes peuvent devenir très compliqué, très douloureux. Vous avez entendu ce que disait la dame dans l'extrait. Quels sont vos commentaires? Je suis très écœuré, vu la souffrance que l'on impose à une femme dans le but de faire plaisir à d'autres personnes. Je crois que si l'excision était pour le plaisir de la femme, ça se passerait inaperçu ou bien ça ne serait pas un problème. Mais la personne pour qui l'on exerce cette opération souffre amèrement. Et amèrement, et pour perdre, non pour gagner, mais pour perdre. Et vraiment, ça fait très mal. Mais je pense que ceux qui luttent, comme cet homme qui a réalisé ce film, je veux vraiment l'encourager et encourager beaucoup d'autres personnes à s'engager dans ce combat, comme notre sœur le fait aussi. Parce qu'il faut qu'on y arrive un jour et que cela cesse dans nos pays. Alors, on parlait de mutation sociale tout à l'heure. Pensez-vous que ces pesanteurs sociales, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? Vous, en tant qu'homme, on entend bien l'avis qui est le vôtre, mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'hommes ne partagent pas ce point de vue-là et pensent qu'au nom de la tradition, il est de bon ton, ma foi, de continuer à faire comme il a toujours été fait jusqu'à présent. Comment pensez-vous qu'il soit possible de faire changer les mentalités? Vous savez que dans ce monde, il y aura toujours des personnes négatives et des personnes positives. Mais si la majorité reconnaît que ce acte est mauvais, je crois que nous n'avons qu'à doubler ou redoubler d'efforts pour mener ce combat. Tôt ou tard, comment nous allons faire ces genres d'émissions que vous tenez et les opérations que mènent les associations et les diffusions publiques. Parce qu'il y a des gens qui ignorent vraiment le méfait de cette entreprise. Donc, le fait de diffuser dans les villages, d'expliquer aux gens, pourra apporter quelque chose de nouveau à la future génération. Vous sembliez dire tout à l'heure que parce que vous êtes devenu chrétien, alors ceci, cela. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que dans ce film-là, il est non seulement des prêtres, mais aussi des pasteurs et aussi des imams qui se sont mobilisés contre cette pratique pour dire que ça n'est pas un fait religieux, mais plutôt culturel. Vous qui êtes dans l'association, alors quelles sont les explications que font valoir ceux qui sont en faveur de cela? Bien sûr, ils ne viennent peut-être pas vous le dire tout de go, mais sur le terrain, vous rencontrez bien des explications. Alors, soit on va sortir l'argument de la religion ou de la tradition qui pèse
C'est l'argument qui est le plus fort à ce jour. Et que dit la tradition? Que dirait la tradition à ce sujet? La pureté, comme vous l'avez évoqué en début d'émission. Mais de quelle pureté s'agit-il? Là est la question. Là est la question. Et on essaie de leur montrer qu'il n'y a aucun rapport, que leurs arguments ne sont pas fondés. Mais encore aujourd'hui, on ne peut pas bouger les traditions comme ça. C'est que là, regardez, malgré tous les spots qu'on fait, toutes ces campagnes de communication, toutes ces ONG qui militent, malgré ça, on voit que les chiffres ne bougent pas dans tous les pays. La Guinée, c'est quand même aujourd'hui 96% des fillettes. Alors qu'il y a bien 10 ans que le travail a commencé. Mais on est encore avec des chiffres assez élevés. Il y a donc ce qui se passe dans les pays d'origine, mais il y a ce qui se passe en diaspora. Nous sommes en France, mais aussi dans d'autres pays. On constate que certaines familles tiennent mordicus à pouvoir accomplir cet acte au nom de la tradition. La question identitaire surgit là où on ne l'attend pas. Et curieusement, on voit que c'est sur, j'allais dire le dos, sur le corps des femmes qu'on vient asseoir cela. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Awa Greco, ça a été une exciseuse qui a été condamnée d'ailleurs. Et Awa Greco, elle excisait les filles chez elle, en France ici, dans son appartement dans le 20e arrondissement de Paris. Vous voyez, elle a été condamnée, ça a cessé, mais c'est vrai qu'il y a des familles qui tiennent vraiment à respecter cette tradition-là. Enfin, tradition, bien évidemment. Nous allons donc regarder un deuxième extrait. Je rappelle que l'association Plan Mali était auprès du réalisateur Sékou Doucouré pour ce film, mais aussi, bien évidemment, le ministère, on va dire, de la femme, de l'enfance et de la famille. On regarde ceci ensemble. Les conséquences de la pratique de l'excision sur la santé de la femme. Nous avons rencontré le docteur Touré, gynécologue, pour nous en dire plus. La première des complications, si c'est nouveau-né, c'est d'abord l'hémorragie. Parce que la zone qu'on touche, c'est une zone très vascularisée. Donc, avec l'excision, il y a l'hémorragie qui survient. Et quelquefois, l'hémorragie peut être très abondante. Et parfois, on ne peut pas le maîtriser à domicile, sur le lieu de l'excision. Et quelquefois, ça peut entraîner le décès. Le docteur Traoré a été témoin d'une hémorragie qui n'a pas été maîtrisée des suites d'une excision pratiquée en milieu médical. Moi, personnellement, j'ai eu 2 cas de décès sous mes yeux suite à l'excision des fillettes qui n'ont même pas une semaine qu'on a excisées. Mais à la suite des saignements, elles ont beaucoup saigné. Malheureusement, le jour où moi, on m'a amené en consultation, c'était trop tard. À peine j'ai fini de l'examiner. Je n'ai même pas eu le temps d'évacuer la petite, elle est décédée. Nous avons rencontré la tante des jumelles dont on a parlé dans l'introduction. 8 jours après la naissance des 2 sœurs, elles furent excisées sous la pression de la belle famille. Le même jour, une tragédie survient. Au crépuscule, vers 18h, comme ça, il y a une qui est décédée. Et le lendemain, à 5h du matin, l'autre est décédée. Après le décès des sœurs jumelles, la famille attribua le décès à une cause surnaturelle. Il y a ces parents familiales qui disent que non, il y a une sorcière dans la famille, il y a ceci, il y a cela. Mais moi, je sais très bien que c'est l'excision qui est la cause du décès. Pour cet urologue, en plus de l'hémorragie, d'autres dangers immédiats existent. Ça se termine par des hémorragies qui vont tuer l'enfant. Ça se termine par une infection généralisée qui peut tuer l'enfant. Ça se termine par un tétanos qui peut tuer l'enfant. Un jour, le docteur Traoré a reçu une petite fille qui venait d'être excisée quelques jours seulement après sa naissance. La manière d'exciser empêchait les urines de sortir. Résultat, l'enfant était en rétention d'urine. Voilà donc ce que disent les professionnels de santé. Que disent les hommes? On a entendu votre avis à vous, mais avez-vous déjà été confronté à des hommes qui pensent qu'il faut continuer l'excision parce que c'est comme ça qu'il faut que ce soit? Vraiment, ça a été rare. Oui. Ça a été tout à fait rare parce que je suis dans un milieu où il n'était même pas question de parler de l'excision. Hein? C'est vrai que dans cette grande ville, l'histoire qu'elle a racontée tout à l'heure a été une grande histoire ici à Paris. Mais il y a des gens qui ont souvent cette hardiesse de dire que moi, je suis un homme, je reconnais une femme que lorsqu'elle est excisée. On a eu de ces genres de débats où les gens ils sont catégoriques sur ces choses, mais sans fondement. En fait, ils veulent que la jouissance soit de leur côté seulement et que l'autre, bon,
c'est un objet. Et quand on traite la femme comme un objet, je ne sais pas si on l'aime vraiment. Parce qu'on ne peut pas aimer un objet, on ne peut pas aimer une personne aux mêmes enseignes qu'un objet. Une personne, c'est un être vivant qui a des droits, qui a des devoirs, qui a besoin de vivre, qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de se réjouir avec son mari. Et non l'homme qui se réjouit seul et puis qui profite de la femme. Je crois qu'on doit dépasser ces choses-là. C'est cadeau pour vous, ce que vient de dire M. Binta. C'est exactement ça. Et là, on voit bien que le côté tradition a vraiment une grosse ampleur parce qu'elle, c'est vraiment sa belle famille qui a fait en sorte que ses jumelles soient excisées. Et tout d'un coup, tout le monde dit « Ah oui, mais c'est de la sorcellerie, voilà, c'est la voisine, c'est ceci, c'est cela », alors que c'est comme le nez au milieu de la figure. La raison est évidente. Oui. C'est une hémorragie, tout simplement. Alors, cette volonté de ne pas vouloir voir les choses en face, pensez-vous que personne vraiment dans un contexte comme celui-là ne sache ce qui s'est passé ou chacun essaie de faire la politique de l'autruche? Vous savez, en Afrique, on met tout sur le compte des sorciers. On voit un cas pratique où les gens ont commis des erreurs et ils vont accuser le sorcier, un indépendant qui est quelque part, s'il existe encore. Mais il est très important aujourd'hui que l'on arrive à identifier ce qui tue l'Afrique. Ce qui tue l'Afrique. Un dit-on dit que lorsque vous montrez du doigt quelqu'un, il y a au moins 3 doigts qui vont vers vous. 3 doigts qui vont vers vous. C'est vrai que quand on pointe le doigt, il y en a 3 vers soi-même. Donc, au lieu d'accuser les autres, il faut qu'ils s'accusent eux-mêmes. Ou alors, quand on accuse autrui, on est coupable 3 fois soi-même. 3 fois, au moins. oui, oui. Et vraiment perdre des jumeaux comme ça, des jumelles, en un instant de... Mais je pense que la belle famille est vraiment persuadée que c'est des sorcières. Hein. Ah oui, donc vous pensez qu'ils sont sincèrement dans l'erreur? Oui, je pense qu'ils sont vraiment dans cette optique-là. Je le pense vraiment. Alors, on va quand même, et vous l'avez relevé, et merci pour cela, merci pour cette sincérité d'homme, car vous le disiez tout à l'heure, c'est une question tout simplement de vouloir assujettir le corps des femmes, assujettir la femme, c'est un rapport dominant-dominé, et avoir la mainmise sur la sexualité des femmes, voilà la véritable raison, cette pureté qu'on évoque, on ne sait pas pure de quoi, peut-être pure de pouvoir avoir, comme vous le disiez, la liberté de se réjouir. Alors j'aime assez l'expression. On parle du combat des femmes. Est-ce qu'il faut commencer par ces aspects-là seulement, quand bien même ils ne sont pas, et fort heureusement, répandus partout dans le monde, ou faut-il commencer, quand on parle du combat des femmes, c'est aussi le nom de votre association, Espoir et Combat de Femmes, sur d'autres points, on parle d'égalité salariale, on parle d'égalité femmes-hommes, par où faudrait-il commencer? Qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous aujourd'hui? Le plus urgent, je pense que ça dépend vraiment des régions dans le monde. Moi, par exemple, si je reste sur l'Afrique, vraiment arrêter ces mutilations-là. Parce qu'on commence dès l'enfance à rabaisser la femme. Et de là, on la limite, en fait, sans s'en rendre compte. Et je pense qu'il faudrait vraiment commencer par là, sur le continent africain. Avez-vous jamais entendu les femmes, notamment, ou les hommes dire que c'est une affaire de femmes parce que ce sont les femmes qui sont des exciseuses sur le corps des femmes, donc c'est une affaire de bonnes femmes? C'est ce qu'ils vont toujours dire, d'ailleurs. Lorsque les familles pensent à exciser leurs filles, c'est toujours les femmes qui parlent de ça. Les hommes, en général, ils ne savent même pas c'est quand. Ils savent qu'il va y avoir une fête, quelque chose comme ça, mais... Car il y a une fête à la clé. Oui, il y a une fête, donc c'est vrai qu'ils ne s'en soucient pas. La fête n'étant pas pour tout le monde, pas pour la victime. Mais alors, à la décharge des hommes, est-ce que quelque part, les femmes aussi ne s'arrogent pas le droit de tout savoir sur ce qui concerne le corps des femmes? Après, là encore, c'est vraiment dans le côté tradition. Il faut savoir que, par exemple, dans des régions d'Afrique de l'Ouest, lorsqu'une femme n'est pas excisée, on ne mange pas de sa nourriture. Ah ben voilà. Vous voyez, donc la mère, elle va exciser sa fille pour éviter que sa fille soit une paria de la communauté. Donc vous voyez, c'est vraiment le cercle des traditions qu'il faut casser, en fait. Avez-vous eu des femmes qui soient venues dans votre association pour revendiquer ce droit à cette pratique traditionnelle? Moi, les défenseurs de l'excision, je les ai rencontrés en Guinée directement. C'était 2-3 personnes qui... Parmi lesquelles des femmes? Non, des hommes. Ouais. Là, c'est des hommes qui, voilà, de ce côté-là, qui, eux, vraiment disaient qu'il ne fallait pas toucher à cette tradition-là ou qui disaient qu'il fallait la médicaliser. Mais eux, ils voulaient vraiment avoir leur femme excisée. C'est vraiment une minorité, une extrême minorité. Quand on parle de médicalisation de cet acte, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est fait, que ce soit fait de manière traditionnelle ou pas, il y a une mutilation psychologique.
Hein, ce qui est enlevé est enlevé. Et même si on est en laboratoire aseptisé, tout ce que l'on veut, on ne peut pas savoir ce que devient cette jeune fille quand elle est femme devenue, comment elle vit cela, comment elle réagit à cela. Et plus personne, en fait, ne s'en soucie. Dans ce film-là, on a bien évidemment l'avis des psychologues aussi. Mais est-ce que en Afrique traditionnelle, en tout cas dans les zones rurales, est-ce que seulement on va voir le psychologue? Est-ce qu'on a des états d'âme? Est-on autorisé à se pencher sur soi-même? Déjà, vu les outils qui sont utilisés, les lames rasoirs, des paires de ciseaux, que sais-je encore, je ne sais pas s'il y a... Il y a vraiment... C'est comme retirer une dent, on te retire ta dent, là on t'excise, c'est un passage sans comme un autre. Parce que la dent, quelquefois, il y a un tout petit peu d'anesthésie. Voilà, après ça dépend. Là, si je pars encore de l'exemple de Conakry, là encore c'est médicalisé, donc il y a une anesthésie. Mais voilà, t'es excisé, voilà, c'est un passage comme un autre, il faut que tu passes par là. Voilà. Donc après, l'état d'âme de la personne, ça en soi, oh, ça va aller, si on pleure trop, t'es une petite nature, t'es pas courageuse. T'es pas une vraie femme. Voilà, t'es pas courageuse, ça fait pas si mal que ça. Enfin, chacun le vit de sa façon. Ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, ta mère, ta marraine, ta tata, voilà, et tout le monde sont passés par là. Qu'est-ce que tu fais ta chochotte? Pourquoi est-ce que tu pleures? Donc c'est vrai que la fille d'elle-même, elle va garder ces souffrances-là parce qu'elle veut, voilà, elle veut quand même faire la fière et dire qu'elle n'a pas eu mal, pas tant que ça, du moins. Je serre les dents et je ne dis rien, stoïquement. Voilà. Mais alors, une femme en souffrance dans son intérieur, dans le plus profond de son intérieur, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas en perspective un homme en souffrance aussi, ou au moins un homme déstabilisé et un couple en souffrance? Déjà, dans le couple, je suis en train de faire un CD sur l'amour. Oui. Dans le couple, il faut qu'il y ait l'amour. Quand l'homme aime sa femme, alors il peut être en peine pour ses souffrances. Ça, ce sont des souffrances qui sont très profondes, qui n'ont rien à voir avec les enfants. Est-ce qu'ils ont à manger aujourd'hui? Non, ce sont des choses qui sont... Des blessures à l'âme. Des blessures qui sont dans le cœur. Donc, il faut que l'homme soit à mesure d'apporter le nécessaire à sa femme, la comprendre, l'assister, être un homme capable. Hein. Il y a des pagnes aujourd'hui, mari capable, il y a des maris capables aussi. etc. Mais ça ne doit pas être dans les paroles, ça doit être non seulement dans les mots, bien sûr, mais dans les actes. Et ces genres de choses peuvent aussi disparaître. Bon, moi je suis chrétien, par la prière. La prière a une grande efficacité pour faire disparaître toutes ces choses qui sont dans le cœur, qui sont difficiles. Alors, mieux encore que la prière, il y a tout simplement qu'il n'y ait pas ces blessures à l'âme pour éviter, et au corps, parce que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, pour que tout simplement les unes et les autres se portent très bien. Voilà, et c'est mon souhait. Alors, y a-t-il pas une certaine hypocrisie sociale? Alors, personne ne veut dire le mot, chacun dit oui, mais bon, et puis on peut médicaliser, et puis ceci, cela. Alors, les mêmes qui veulent une femme pure, c'est les mêmes qui, quand elle est en difficulté par rapport à tout ce qu'on a évoqué, l'accouchement, la maternité, la féminité, vont voir à côté s'il n'y en a pas une qui se porte moins mal. Est-ce que, socialement, faut-il pas, si vous voulez faire une manifestation des hommes contre l'excision, notre adresse internet ladyvousécoute@telesud.com, promettez-moi, monsieur, que vous serez de la partie. On va descendre dans la rue. Non, mais je dis ça à l'air de rien. Je dis ça, je dis rien. Si je dis quelque chose, il faut peut-être que les hommes se mobilisent pour de vrai, hein, barbus, moustachus, costauds et tout ce que l'on veut, pour, du haut de leur virilité, taper du poing sur la table et réclamer qu'on laisse les femmes tranquilles dans leur intimité. Et dire carrément qu'ils ne marieront pas une fille si elle est excisée, par exemple. Voilà. Là, ça pourrait bouger les choses. Bon, on va regarder quand même un dernier extrait, car la pression, la pesanteur sociale, encore une fois, est tellement forte que d'aucunes, alors qu'elles ne sont plus fillettes, vont faire ce choix pour d'autres raisons. On regarde. 2 mois après son arrivée à Bamako, elle rencontra un jeune homme. On a passé 5 mois ensemble. Il partait chez nous. C'est après ça qu'il a demandé à ce que je l'épouse. J'ai accepté de l'épouser. Le garçon ira jusqu'à demander la main d'Aïcha à sa mère, quand soudain, il lui posa une condition. Après qu'il a su que je n'étais pas excisée, il a voulu que je sois excisée avant qu'on se marie parce que chez eux, leur société n'accepte pas qu'une femme non excisée soit mariée dans leur société. Devant la détermination de son copain et l'amour qu'elle lui porte, Aïcha nous raconte le jour où elle se fit exciser chez une vieille du quartier. On est parti avec 2 personnes de ma famille, plus ma maman. Quand on est parti,
elle était déjà préparée. Quand on est arrivé, on est rentré dans le latin pour pratiquer. Bon, il y avait les 2 personnes que moi j'ai ramenées. Elles tenaient mes bras. La vieille aussi a décidé d'amener 2 personnes pour que je ne la dérange pas avec mes coups de poing. Après avoir enduré une douleur atroce au moment de l'excision, Aïcha s'empressa de raconter la nouvelle à son copain quand celui-ci prit une décision radicale. Il est venu chez nous, on était devant notre porte. Il m'a dit que vraiment lui devait arrêter notre relation, qu'il ne veut plus se marier. Bon. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit de ne rien lui demander, qu'il ne peut rien me dire. Même il a arrêté. Voilà donc un mot chacun pour finir et réagir sur cet extrait, monsieur. C'est touchant, c'est très touchant et ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, il y a de l'injustice partout, dans tous les domaines. Et je crois que nous devions faire appel aux autres à respecter ce qui est écrit, à respecter ce que nous faisons et à respecter ce que nous disons. Binta Diallo. Merci. J'ai pas de mots, là, ça m'a un peu vous cassé. laisse sans voix. Oui, ça me laisse un peu sans voix. Lady vous écoute @telesud.com très véritablement si vous voulez participer à cette manifestation. Messieurs qui nous regardez du fond de votre canapé, envoyez-nous un message. Nous allons descendre dans la rue, n'est-ce pas? Association Espoir et Combat de Femmes. J'espère que vous serez là. J'attends votre appel. Merci à tous les deux d'avoir participé. Très bonne continuation à toutes victimes de l'excision. À demain.